Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'architecture de notre corps. C'est drôle, on pense à entretenir nos maisons, les fondations, tout ça, mais on pense rarement à notre propre charpente, notre squelette. C'est une très belle image. Et il semblerait que vers 40 ans, les plans de cette architecture commencent à changer, assez discrètement. Le mot qui fait un peu peur, c'est l'ostéoporose, mais l'idée aujourd'hui, c'est pas de s'inquiéter. Non, surtout pas. C'est plutôt de comprendre pour construire plus solide. C'est exactement ça. Il s'agit de construction, d'entretien. On va explorer ensemble cette santé des os, surtout à cette période un peu charnière, la périménopause, la ménopause. Le but, c'est de rendre ça très clair, très concret. Oui. Et de voir qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine. Et Mm. vraiment, le message, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer les travaux de renforcement. Absolument. Et on va voir qu'il y a des leviers d'action qui sont assez simples. Mais avant de plonger dans le sujet, un petit rappel important. Oui. Toutes les informations qui suivent, c'est pour éclairer, donner des pistes. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical. Si on a des douleurs, des antécédents de fracture ou le moindre doute, le réflexe, c'est d'aller voir un professionnel. C'est essentiel. Voilà. Ceci étant dit, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'on en parle dès la quarantaine? J'avoue que ça m'a un peu surprise. On a l'impression que c'est un sujet pour bien plus tard. C'est l'idée reçue la plus tenace, et c'est pour ça que c'est si important d'en parler tôt. On s'imagine que la perte osseuse, ça commence à 60, 70 ans. Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est un processus beaucoup plus insidieux. Ça s'amorce bien avant. Pour comprendre, il faut voir l'os comme un tissu vivant, pas une pierre inerte. C'est un chantier permanent. On appelle ça le remodelage osseux. Un chantier permanent. J'aime bien l'idée. Ça veut dire qu'il y a des ouvriers qui travaillent tout le temps? Exactement. Imaginez deux équipes. La première, ce sont les démolisseurs. Eux, ils enlèvent l'os ancien, un peu abîmé. C'est la résorption. D'accord. Et la deuxième, ce sont les constructeurs. Ils bâtissent de l'os tout neuf pour remplacer ce qui a été enlevé. Pendant des dizaines d'années, ces deux équipes travaillent en parfaite harmonie. L'équilibre est parfait. Ok, c'est bien huilé. Mais alors, qu'est-ce qui vient gripper la machine autour de 40 ans? Qui est le chef de chantier qui commence à donner de mauvaises instructions? La chef de chantier, en l'occurrence, ce sont les œstrogènes. Ces hormones, elles ne gèrent pas que le cycle reproductif, elles sont aussi régulatrices sur ce chantier osseux. Pour faire simple, elles calment un peu les démolisseurs. Ah, d'accord. Or, à l'approche de la ménopause, leur niveau chute. Et le résultat, c'est que les démolisseurs ne sont plus freinés. Il se lâche en quelque sorte. Voilà, ils se mettent à travailler plus vite que les constructeurs. L'équilibre est rompu. La destruction prend le pas sur la construction. Donc si je comprends bien, la périménopause, c'est pas le début du problème, mais c'est le moment où un déséquilibre qui était déjà un peu là prend de l'ampleur. C'est un accélérateur. C'est précisément ça. Le mot accélérateur est parfait. Et l'impact est très concret à la ménopause, quand la chute est nette. On perd une sorte de triple protection. D'abord, le frein sur les démolisseurs disparaît. Mhm. Ensuite, les oestrogènes aidaient à maintenir la densité minérale, la richesse en calcium. Et troisièmement, ils aidaient à fixer ce calcium. C'est comme si on perdait à la fois le superviseur, une partie des matériaux et la notice de montage. Et cette perte, elle est significative. On parle de quel ordre de grandeur? Dans les premières années après l'installation de la ménopause, la perte de densité osseuse peut atteindre 1 à 2% par an. Ah oui, quand même. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais ça s'additionne. C'est un peu comme un intérêt composé, mais inversé, qui travaille contre vous. Une perte de 2% par an sur 10 ans, c'est beaucoup plus que 20% parce que chaque année, la perte se calcule sur un capital déjà plus faible. L'os devient plus poreux, en fait. Voilà. Sa structure, qui ressemblait à une dentelle très fine, devient une éponge avec des trous plus larges. Ce qui le rend mécaniquement plus fragile, j'imagine. Et est-ce que toute la charpente est touchée de la même façon ou il y a des points faibles? Il y a des zones plus vulnérables. Typiquement, c'est le poignet, la hanche, plus précisément le col du fémur et les vertèbres lombaires. D'accord. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les sites les plus fréquents de ce qu'on appelle les fractures de fragilité. Ce sont des fractures qui arrivent après un choc minime, une simple chute de sa hauteur. Un choc qui n'aurait rien fait quelques années avant. Exactement. Le tableau a l'air un peu sombre, mais ce qui ressortait vraiment de nos lectures, c'est que ce n'est pas une condamnation. Avoir un risque, ça ne veut pas dire qu'on est destiné à se fracturer. C'est le message le plus important. Ce n'est absolument pas une fatalité. On ne peut pas changer son âge, sa génétique, mais l'ostéoporose est multifactorielle. Et il y a plein de facteurs sur lesquels on peut agir. Comme quoi, par exemple?
Le manque d'activité, le tabac, l'excès d'alcool, une alimentation pauvre, la carence en vitamine D. La bonne nouvelle, c'est que chaque élément de cette liste est un levier. Alors, explorons ces leviers. On peut les voir comme une boîte à outils pour renforcer notre charpente. Le premier outil, ça semble être le mouvement. Le mouvement, c'est la base de tout. Le principe est d'une logique implacable. Pour se renforcer, un os a besoin de sentir qu'on a besoin de lui. Il faut le solliciter. Voilà, c'est la mise en charge. Quand vous marchez, dansez, portez vos courses, vous appliquez des petites contraintes sur votre squelette. Et là, les cellules qui construisent l'os se disent « alerte, il faut solidifier la structure ». Et elles se mettent au travail. Et c'est la régularité qui compte, plus que l'intensité. Bien plus. C'est vraiment la clé. Donc, pas besoin de s'inscrire à un cours de CrossFit demain si c'est pas notre truc, mais Une question me vient. J'ai lu que des sports comme la natation, qui sont super pour le cœur, les articulations, ne font pas grand-chose pour les os. C'est vrai ça? c'est tout à fait juste. La natation est un sport fantastique, mais comme le corps est porté par l'eau, il n'y a quasiment pas d'impact. Ah oui. Donc pas de mise en charge, le squelette n'est pas stimulé. Les activités les plus bénéfiques, c'est quand on porte son propre poids. La marche rapide, la danse, la randonnée, le tennis, ou même monter les escaliers. Donc ma galère hebdomadaire à monter les 3 étages avec mes sacs de course, c'est en fait une séance de renforcement osseux. Exactement. C'est une excellente façon de le voir. Je vois ça dans notre œil tout à coup. Chaque marche, chaque sac, c'est un message envoyé à vos os. Et en plus, ça améliore l'équilibre et la force musculaire. Et un bon équilibre, c'est la meilleure prévention contre les chutes. Parfait. Deuxième outil, l'alimentation. Quand on dit eau, le cerveau répond calcium. Et on pense tout de suite aux produits laitiers. Mais nos sources disaient que les options végétales sont tout aussi valables. Oui, et c'est un point crucial. Les produits laitiers sont une source, c'est un fait. Mais ils sont loin d'être la seule. On trouve du calcium très bien assimilable dans les amandes, le sésame, pensez au tahini par exemple. Les sardines avec leurs arêtes, les légumes verts foncés comme les choux, les brocolis, certaines eaux minérales aussi. L'avantage de diversifier, c'est qu'on a plein d'autres nutriments avec. Et ce qui compte, c'est la constance. Un peu à chaque repas, c'est mieux qu'une grosse dose de temps en temps. Et il n'y a pas que le calcium. Vous parliez de charpente, j'imagine qu'il faut des poutres, pas juste du ciment. Absolument. Ces poutres, ce sont les protéines. L'os, c'est une matrice de collagène, une protéine, sur laquelle les minéraux viennent se fixer. C'est l'armature métallique du béton. Sans armature solide, le béton s'effrite. Il faut donc assez de protéines, fondamentales, qu'elles soient animales, comme les œufs, le poisson, ou végétales, les légumineuses, le tofu. Des muscles forts protègent les os et les muscles sont faits de protéines. Tout est lié. D'accord. Donc, on a les matériaux, calcium et protéines. Mais je me souviens d'un point, on peut manger tout le calcium du monde, s'il manque un élément, c'est comme si les matériaux restaient sur le trottoir. C'est exactement ça. Et cet élément, c'est la vitamine D. C'est la clé qui permet au calcium de passer de l'intestin à l'os. Sans assez de vitamine D, le calcium qu'on consomme est en grande partie éliminé. Et la source principale, c'est le soleil. À 90%, oui. Quelques minutes par jour sur le visage, les avant-bras, ça suffit en été. Mais c'est là que ça se complique. Sous nos latitudes, l'hiver, c'est le double problème. L'ensoleillement est insuffisant d'octobre à avril, et avec l'âge, la peau devient moins efficace pour la fabriquer. D'accord. C'est pour ça qu'une supplémentation en vitamine D est très souvent recommandée en automne et en hiver. Mais il faut toujours en parler à son médecin ou pharmacien pour avoir la bonne dose. Ok. On a le mouvement qui envoie le signal, l'alimentation qui fournit les matériaux, la vitamine D qui est la clé du chantier. Le dernier outil, c'est l'hygiène de vie. On sait pour le tabac, l'alcool, mais il y a un allié qu'on oublie, le sommeil. Honnêtement, le lien ne m'a pas paru évident. Comment dormir peut aider mon fémur? C'est une question légitime. Le lien est hormonal. C'est pendant le sommeil profond que notre corps produit un pic d'hormones de croissance. Qui ne sert pas qu'à grandir. Non. Chez l'adulte, c'est une hormone de réparation, de régénération. Elle stimule notre fameuse équipe de constructeurs d'os. Un mauvais sommeil, c'est priver le chantier de son équipe de nuit. C'est fascinant. C'est littéralement pendant qu'on dort que nos os se reconstruisent. C'est ça. Donc en fait, ce n'est pas juste 4 piliers séparés, c'est un système. Le mouvement envoie le signal, la nourriture fournit les briques, la vitamine D fait rentrer les matériaux et le sommeil, c'est l'équipe de nuit.
Si un maillon est faible, tout le projet est ralenti. Vous avez parfaitement résumé la synergie. C'est cette approche globale qui est la plus puissante. Maintenant, il arrive que cette prévention ne suffise pas. Et c'est là que l'accompagnement médical prend tout son sens. Justement, si le mode de vie ne suffit pas, quelle est la boîte à outils du médecin? On imagine tout de suite des médicaments lourds. La première étape, c'est de faire un diagnostic précis. L'examen de référence, c'est la densitométrie osseuse. C'est très simple, indolore, ça utilise des rayons X à très faible dose pour mesurer la densité au point stratégique. La hanche et les vertèbres. Exactement. Ça donne une photographie de la solidité de l'os. Et si la photo révèle une fragilité, quelles sont les options? Alors, en fonction du profil, plusieurs stratégies existent. Pour reprendre l'analogie du chantier, certains médicaments, les antirésorptifs, disent aux démolisseurs « calmez-vous, prenez des vacances ». D'accord. D'autres, les anabolisants, c'est comme un énorme bonus pour les constructeurs, pour qu'ils bâtissent plus vite. Le traitement hormonal de la ménopause, lui, c'est un peu le retour de la chef de chantier qui restaure l'équilibre. Le choix se fait vraiment au cas par cas. Et le pharmacien dans tout ça, quel est son rôle? C'est un rôle de conseil de proximité. Il peut aider à évaluer les habitudes de vie, guider vers des compléments comme le calcium, la vitamine D, en rappelant toujours que c'est un soutien, pas une solution miracle. Et il peut encourager à faire le point avec le médecin. C'est un maillon important. On arrive à la fin de cette discussion. Si on devait repartir avec, disons, 3 idées claires, quelles seraient-elles? La première, c'est que la solidité de nos os est vraiment entre nos mains. Ce n'est pas une fatalité. Notre hygiène de vie a un impact immense. La deuxième, c'est que les gestes les plus simples sont les plus efficaces. Marcher tous les jours, bien manger, prendre un peu le soleil, ces petites habitudes cumulées font une différence énorme. Et je rajouterai la troisième, on n'est pas seul. Il ne faut pas hésiter à en parler. À son médecin, son pharmacien, poser des questions, demander un bilan. C'est qu'une démarche proactive, une prise de pouvoir sur sa santé. C'est un projet à long terme, à aborder sans angoisse. Tout à fait. Et pour laisser une dernière image, j'aimerais revenir à votre métaphore du début. La charpente. Oui. Notre squelette nous porte toute notre vie. Si on pense à entretenir les fondations d'une maison pour qu'elle dure, pourquoi est-ce qu'on considérerait l'entretien de nos propres os comme une corvée à remettre à plus tard, plutôt que comme le projet d'architecture le plus personnel et le plus important qui soit?